Bonne année 2021 à tous. Donc on se retrouve dans un petit épisode un peu particulier. On n'a pas grand chose à vous montrer qui ont changé. Le château est encore un peu bloqué dans les glaces. Donc on profite de cette occasion pour répondre un petit peu à tous les commentaires qui reviennent. Vous êtes des milliers de nouveaux abonnés, c'est extraordinaire, on ne s'attendait pas du tout à ça. Donc un grand merci à tous. Et on va répondre à quelques thèmes qui reviennent assez régulièrement. Alors un qui revient très souvent, c'est quand même la partie financement du projet. Donc Benoît, si tu veux en dire un petit mot. Effectivement, la partie financement revient souvent sur la table. Après, c'est vrai qu'on est en France, c'est pas beau de parler d'argent, hein, c'est mal. Mais il faut garder en tête que c'est un projet qui est économique. Donc on parle aujourd'hui d'un projet à 4 millions d'euros, donc qui est financé en partie par de l'investissement privé et en partie par les banques. Donc on est sur une démarche où on essaie de vraiment ouvrir notre projet à tous, c'est-à-dire que nous avons ouvert notre capital aux particuliers afin que tous puissent devenir en fait copropriétaires du projet et pas simplement le regarder de loin. Donc nous aujourd'hui on a beaucoup de demandes par rapport à ça qui sont faites, donc on répond vraiment à tout le monde et on accepte tout le monde évidemment, hein. C'est un projet qui est avant tout humain, ce qu'on disait beaucoup au début dans nos vidéos. Donc ce qu'on souhaite vraiment continuer à faire. Au niveau financier, parmi les questions que vous nous avez posées, c'est notamment combien coûte le château. Alors il faut savoir qu'au départ on a surtout acheté du foncier parce que le château était totalement en ruine, on va dire, un peu abandonné. Donc il valait pas grand chose et comment on a fait ça, c'est simplement des deniers personnels, hein. Là-dessus pas grand chose à cacher. On est en Corrèze, donc ça coûte pas non plus une fortune, faut bien le dire. Et le C'était global, une ruine. C'était une ruine sur un parc qui était à l'abandon depuis 30 ans, donc vraiment quelque chose de très peu cher. On a acheté le château et l'ensemble du terrain aux alentours de 160 000 euros, donc c'était un investissement personnel à la base, donc l'investissement qui a évolué évidemment au fur et à mesure du projet. Donc vraiment c'était un risque qu'on était prêt à courir sur ce montant-là par rapport au projet. Et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on parle d'un projet à 4 millions d'euros, donc c'est vraiment une petite partie de l'ensemble. Voilà, donc le gros de l'investissement c'est surtout les travaux derrière, et d'où l'idée du projet économique qui permet de financer tout ça sur le long terme bien sûr. Et par rapport à ça, vous pouvez toujours nous contacter par mail ou par téléphone. On va mettre tout ce qu'il faut en description en dessous de la vidéo, donc vraiment n'hésitez pas à venir vers nous si vous avez des questions, on y répondra. Un autre sujet qui revient régulièrement, c'est d'où on sort. Qui on est. Alors nous on est deux jeunes Uccellois, on est nés ici, on a grandi ici, on a été à l'école ensemble. Contrairement à ce que pas mal de gens pensent, on n'est pas du tout frères. Donc 30 ans, et puis des parcours un petit peu différents. Une école de commerce pour Benoît, une école en gestion de l'eau pour moi. Et pas mal de jobs à droite à gauche, un peu partout en France. On a fini par se retrouver tous les deux à Lyon pour le travail et rejoindre nos compagnes. Et puis un jour est arrivé sur la table l'idée du château. Benoît est venu manger à la maison, il m'a dit ouais, il y a un super château chez nous qui est en vente depuis très très longtemps, en ruine, personne n'en fait rien. Il y a un potentiel, on a envie de revenir en Corrèze, pourquoi pas essayer de faire un truc. Et puis au début la blague La blague a pris forme. On a commencé à faire des recherches, pas mal, pour voir les idées qu'on pouvait en avoir et ce qui pouvait être concrétisé ou non. Et puis petit à petit, ça c'est devenu plus concret. Et donc, nous voilà aujourd'hui lancés là-dedans. Alors, on n'a aucune notion, aucune expérience dans le bâtiment. On apprend tout sur le tas. On avait aucune notion. Ça fait maintenant 1 an qu'on fait les travaux, donc en grande partie nous-mêmes, bien qu'on soit accompagné par des entreprises de tout corps de métier, hein. Mais c'est vrai qu'on s'est lancé là-dedans vraiment à l'inconnu. On n'y connaissait rien, hein, clairement. La première fois qu'on nous a parlé du naraz ou du coyo dans la noue du toit, moi j'étais comme vous, je regardais l'artisan, je disais mais de quoi il me parle? Donc aujourd'hui maintenant on s'est adapté, on arrive à avancer dans le bon sens et à travailler de concert avec les entreprises. Donc aujourd'hui on est plus dans la démarche de continuer les travaux plutôt que d'apprendre. Aujourd'hui on a développé nos compétences, hein, que ce soit en bâtiment,
maniement d'engins de chantier, etc. Donc aujourd'hui, on est vraiment... on n'a est pas refait notre CV, on va dire. On a des vidéaste compétences. amateur. Donc Ce genre de choses. voilà, on avance comme ça. Un autre sujet qui revient un petit peu en ce moment, qui est légitime, c'est le Covid dans tout ça. Effectivement, c'est une question qui revient souvent. Quel impact ça a eu? Clairement, le premier impact, il est financier, hein. On va pas se mentir. C'est vrai que dans une période comme ça de crise sanitaire, on n'en est pas encore sorti malheureusement. C'est vraiment très difficile, surtout sur le secteur dans lequel on se lance. On va être dans l'hôtellerie-restauration. Donc c'est très difficile d'aller chercher des fonds, sachant que sur un projet privé comme le nôtre, les aides sont vraiment très limitées. On parle d'une aide de 150 000 € maximum sur un budget de 4 millions, donc ce qui ne représente pas grand chose. Pas d'aide du final. patrimoine non plus, puisque le château n'est pas classé. Le château n'est pas classé, donc on n'a pas d'aide de la Fondation du patrimoine, ni sur le bâtiment, ni sur le parc. On a beaucoup de contraintes en revanche par rapport à l'archéologie, mais c'est vrai il y a des fouilles archéologiques qui ont eu lieu sur l'ensemble du parc, donc qui nous amènent certaines contraintes au niveau des aménagements qu'on avait prévus. Mais c'est vrai que c'est un sujet auquel maintenant nous on s'adapte par rapport à ça. Et deuxième point très important que le Covid a eu comme impact, c'est tout simplement en termes de délai. Nous, sur les premières idées qu'on avait émises, on était parti sur une ouverture dans 4 mois maintenant. 2021. On était censé ouvrir en 2021. Malheureusement, on a eu des gros soucis par rapport aux entreprises en début d'année, tout simplement parce qu'elles ne pouvaient pas intervenir, soit par faute de personnel, soit par faute de matériaux. Tout simplement, on n'avait pas les fournisseurs qui étaient susceptibles de répondre à nos besoins. Donc nous, ça nous a permis 2 choses. Ça nous a permis de diminuer les coûts, parce que tout simplement sur un délai beaucoup plus long, on a pu apporter plus de choses dans le projet, et ça nous permet également d'en faire beaucoup plus nous-mêmes. Donc vous nous voyez sur les vidéos, des choses qu'on n'avait pas du tout prévu de faire à la base, par exemple les façades, à chaque fois nous on met la main à la pâte, on est là tous les jours et vraiment on avance là-dessus. Donc ça nous permet aussi de trouver un certain équilibre au projet. Donc un autre sujet qui revient un petit peu dans les commentaires, c'est notre choix sur les dalles béton notamment. Alors il y a plusieurs raisons à cela. Notre projet est accompagné par un bureau d'études structure qui travaille avec notre architecte. Donc il y avait plusieurs raisons à ce choix. La première, c'est avant tout structurel par rapport au bâtiment. Faut savoir que les dalles béton permettent de maintenir les murs, puisqu'elles sont surtout la première au premier étage et située à mi-hauteur des murs. Les murs sont très épais à la base mais s'affinent en montant, et donc il y a un besoin de renforcer la totalité de la bâtisse grâce à ça, et par endroits on voyait même à travers le mur, donc c'était important de renforcer tout ça. Ça c'est une des raisons. L'autre raison, c'était pour satisfaire certaines normes, notamment au niveau de l'hôtellerie-restauration. C'est très draconien au niveau incendie, donc là-dessus c'était un peu une facilité pour pouvoir répondre à ces normes sans trop se casser la tête. Il y avait un choix personnel par rapport à l'isolation acoustique entre les niveaux. Dans un hôtel, c'est plus agréable de ne pas forcément entendre le voisin du dessus. Voilà. Et puis au niveau des dalles du rez-de-chaussée, on voyait pas forcément certaines choses. On nous a posé la question des isolants, etc. Donc il faut savoir que sous la dalle il y a des drains et un film anti-radon. Ça c'est une obligation pour les établissements qui reçoivent du public, et c'est une première dalle qui recevra ensuite un isolant par-dessus. L'isolant et la chape, en fait, on a choisi de faire par-dessus tout simplement pour avoir une meilleure rupture des ponts thermiques, étant donné qu'on souhaite vraiment faire un bâtiment éco-responsable. Donc l'énergie fait partie de nos priorités, donc les économies d'énergie passent aussi par ça et par l'isolation. Petite précision qui revient souvent, on nous pose souvent la question par rapport à la mise en place d'un mise-à-port en structure de hérisson sous dalle. Donc il faut savoir, c'est pas notre choix. Nous on voulait le mettre en œuvre, mais c'est mise-à-port eux-mêmes qui nous ont déconseillé de le faire sur un remblai aussi épais en fait sur notre structure, tout simplement parce qu'on avait un problème au tassement lié à la structure du bâtiment et la possibilité de déchausser les murs en fait.
Donc on n'a pas pu le mettre en œuvre tout simplement. Voilà, donc beaucoup d'idées qui nous passent par la tête et qui ne sont pas toujours validées par les bureaux d'études et les certifications qu'il faut pour pouvoir après ouvrir un bâtiment qui reçoit du public. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y avait beaucoup de zones qui étaient totalement pourries au niveau des planchers, donc il y avait plein de choses qui ne pouvaient pas être conservées. Et puis l'autre question qui revient un petit peu souvent, c'est pourquoi avoir détruit la dalle existante pour en faire une nouvelle. Alors il faut savoir que l'existante déjà elle faisait 5 cm d'épais. C'était pas vraiment une dalle en fait, la plupart du bâtiment faisait office de grange, donc c'était des planchers bois par endroit, et puis d'autres des bouts de béton coulés, enfin bon voilà, un truc structurel pas forcément stable au rez-de-chaussée. Il n'y avait pas de cohérence en fait entre les différentes ailes parce qu'elles ont été construites à des époques qui étaient vraiment éloignées, donc on a fait le choix de tout remettre à zéro pour partir sur une structure cohérente et pour donner la possibilité en fait à ce bâtiment qui est là depuis plus de 800 ans de repartir pour 800 ans de plus. Donc c'est un choix personnel mais on l'assume totalement là-dessus. Un point qui revient également souvent par rapport à la dernière vidéo, c'est les joints, les façades. Donc comme je disais précédemment, on a choisi de les faire nous-mêmes. On est accompagné d'un maçon dont c'est la spécialité. Nous on est parti sur la préparation de façade du coup en enlevant les crépis qui étaient existants. Donc on avait des crépis sur la tour, sur la façade et sur le pignon ouest. Le pignon ouest qui était recouvert par un enduit ciment, donc c'était une horreur, c'était un calvaire à enlever. Donc on est reparti sur des pierres à nu, donc avec une partie de reconstruction parce qu'on a modifié légèrement la façade, il y avait des ouvertures et on a choisi du coup de partir sur des enduits à la chaux. Donc on est parti sur des enduits pré-teintés à la chaux, c'est des mélanges de chaux aériennes. Donc on est sur une teinte T50, donc quelque chose qui est très adapté aux vieilles structures, aux vieilles bâtisses. Pas tout à fait blanc, c'est un peu crème. Voilà, un peu crème. Bon, on a fait plusieurs tests. Voilà, on a fait plusieurs tests. C'est le 5e test qu'on a fait. On a mis quoi, un mois à se décider de la bonne teinte. Donc on voulait voir sur nos tests par rapport au soleil, par rapport à la pluie, ce que ça donnait, etc. Donc on a mis le temps, mais on a fait le bon choix à nos yeux. À nos yeux, c'est le bon choix. Ouais. Disons qu'il y avait plusieurs contraintes à prendre en compte. Le salissement sur le long terme qu'on a vérifié. Les joints très blancs à la chaux naturelle avaient tendance à se salir très facilement à la pluie et puis à être un peu trop éblouissants les jours de beau temps en fait. Donc il fallait trouver un bon compromis entre une teinte trop foncée ou trop claire, et donc c'est un peu le choix qu'on a fait. Et donc il restait plus qu'à mettre en place. C'est ça. Et par rapport à la mise en œuvre, nous on a choisi de faire des joints grattés, faire ressortir plus la pierre. On les gratte en profondeur, donc ça ressort beaucoup plus la pierre et le grain, donc un aspect visuel qui nous plaît beaucoup plus. Une chose qui revient également très souvent, c'est l'étape de la destruction, évidemment. Donc on a été obligé malheureusement de déstructurer beaucoup de choses dans ce château. Il faut savoir qu'il n'y avait pas grand chose à récupérer. La dernière utilisation de ce bâtiment, c'était des logements particuliers. Donc c'était que des appartements répartis sur l'ensemble du bâtiment. Tout était pourri, c'était à l'abandon depuis une trentaine d'années. Donc il n'y avait vraiment rien à conserver. En revanche, sur toutes les parties un peu atypiques, historiques, on essaie vraiment de s'adapter, d'articuler, on va dire, notre construction autour. Comme par exemple la bassière qui est juste ici. C'est une chose qui initialement était masquée, qui était vouée à disparaître par rapport au premier plan qu'on avait fait. Mais une fois qu'on a pu la découvrir, on a choisi d'articuler. Par exemple, ici on est sur l'accueil de la partie hôtelière. Donc on a articulé tout l'accueil en fonction de ça. Donc c'est pareil partout, tout ce qu'on peut conserver, on le conserve. Malheureusement, il y a des contraintes. Alors une autre chose qui revenait dans les commentaires, c'était au sujet de cette porte d'entrée. Alors il y a une petite chose qu'on ne vous a pas précisé dans la vidéo précédente, c'est qu'en fait le linteau que vous voyez en béton en haut, c'est un choix. Alors il a plusieurs raisons à cela. La première, elle est structurelle. Donc vous pouvez voir sur cet angle ici, en fait il fallait qu'on puisse renforcer la structure de l'échauguette et avoir un linteau en pierre avec un débord suffisant pour soutenir le mur au-dessus et l'intégrer en même temps avec le pied de l'échauguette, c'était beaucoup trop compliqué. Donc la technique du linteau coulé, c'était plus simple. Un autre problème, c'était également de monter une pierre à cette hauteur, une pierre de plusieurs centaines de kilos, parce qu'il faut savoir que les dimensions, là, c'était quand même 2,50 m de long.
quasiment 60 cm de haut et 1 mètre d'épaisseur de mur. Donc je vous explique pas le poids du truc. Et une dernière raison à ça, une avant-dernière raison pardon à ça, c'est que ce linteau béton en fait il se verra pas dans le projet. On a prévu un auvent en bois qui viendra masquer et qui sera au-dessus de la porte d'entrée pour s'abriter les jours de pluie avant de franchir la porte. Et puis dernière raison, en fait le point d'ancrage du plancher du niveau N+1 à l'intérieur, il est pile poil à la hauteur de ce linteau au-dessus de la porte, donc c'était beaucoup plus simple de prévoir les ancrages de cette manière. Voilà, donc rien de moche, tout sera masqué pour ce qui est béton et c'est pour ça que le reste a été rebâti en pierre, puisque de chaque côté ce sera visible. Alors là ici on a eu des questions régulièrement au sujet de ce mur. Pourquoi on est entre les deux tours, donc vous voyez la grosse tour principale elle est ici, la petite carrée elle monte de ce côté, et donc dans la vidéo, une des vidéos assez impressionnantes que vous avez vues, et bien en fait on a coulé ce poteau. Alors en fait c'est une volonté par rapport déjà au fonctionnement, puisque ici il y aura l'espace bar qui se prolongera avec le restaurant et on voulait pas de poteau central, donc la seule solution c'était cette poutre en béton. Alors l'autre choix du montage en béton et des parpaings au-dessus, c'est tout simplement qu'en fait ce mur il se verra pas à terme, puisque ici vous serez côté couloir et puis de l'autre côté restaurant, donc en fait ce mur il sera totalement invisible. Donc pour des questions d'économie, à un moment on a choisi de monter ça plutôt en parpaing classique que de remaçonner ça en pierre. Et puis la grange qui était à cet endroit là, qui s'était effondrée, avait quand même grandement fragilisé la totalité du mur, et nous on prenait des pierres régulièrement à côté du coin du nez qui tombait, donc il était temps d'en faire quelque chose de ce mur. Et il sert également de structure à la tour, petite tour carrée. Donc voilà, s'il fallait faire du costaud. Donc des questions qui reviennent souvent également, c'est sur cette dalle, sur la dalle du premier étage et la dalle du rez-de-chaussée. Comment on les a fait, le temps de préparation, etc. Donc pour cette dalle, il faut compter une petite semaine de préparation. Donc entre les étaiements, le ferraillage, les empochements, etc. on a mis en gros une semaine. Et après on a mis une demi-journée pour la couler. Donc ça peut paraître très rapide sur la vidéo précédente, c'est pas le cas, ça prend énormément de temps. Donc c'est une dalle qui fait 120 mètres carrés à peu près et qui pèse 60 tonnes. Donc il faut se dire que le gros travail de préparation c'était surtout en dessous, donc les étaiements, tous les 50 cm. Voilà les amis, on se quitte là-dessus pour aujourd'hui. Merci encore, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, et puis je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode.